Ceci est un livre audio autogénéré par Google. C'est devenu une tradition en Belgique. Lorsqu'une Coupe d'Europe ou du monde de football approche, un artiste est sélectionné afin de composer un hymne destiné à accompagner l'équipe nationale durant son parcours, mais dont le but est également d'être diffusé parmi les supporters afin de festoyer lors des divers succès obtenus. Cependant, le choix effectué par la Fédération belge de football, URBSFA, pour l'édition 2018 n'a pas été épargné par les critiques et a provoqué de vives tensions sociales rapidement reprises dans les médias, dont les fers de lance sont entre autres des associations féministes et même certains dirigeants politiques qui n'ont pas manqué de prendre part à ce débat public. La raison ? Le chanteur choisi pour interpréter cet hymne, pour la Coupe du Monde en Russie, n'est nul autre que le rappeur bruxellois Damso. Jouissant d'une grande popularité auprès des joueurs de l'équipe nationale et étant un artiste qui accumule, ces derniers temps, les distinctions pour ses ventes de disques aussi bien en Belgique qu'en France, l'URBSFA a sans doute estimé que Damso s'inscrivait ainsi dans l'air du temps. Mais la déferlante de critiques ne tarda pas à montrer le bout de son nez. En effet, à peine l'annonce de ce choix eut-elle été prononcée en novembre 2017, que des mouvements féministes lui reprochèrent immédiatement d'avoir des propos dégradants à l'encontre des femmes au sein des textes de ses chansons et par conséquent, de ne pas être un porte-drapeau digne pour une mission d'envergure internationale. Le rappeur serait donc, selon ces dernières, clivant plutôt que rassembleur. Un comble dans une telle situation. Cela étant dit, en creusant la question, nous sommes en droit de nous demander si Damso est véritablement un artiste sexiste ou bien s'il s'agirait plutôt ici d'un souci de compréhension générationnelle et ou culturelle. Il est clair que dans l'imaginaire national collectif, et nostalgique peut-être pour certains, Damso et son style musical sont loin d'être comparables au grand Jojo, artiste belge de variété qui composa un hymne non officiel lors du parcours des Diables Rouges à la Coupe du Monde de 1986. Par conséquent, est-ce fondamentalement la personne de Damso qui serait donc visée ou bien la culture rap dans son ensemble ? Quels sont les arguments de ses opposants au choix de l'URBSFA ? Et quels sont ceux des personnes ou institutions qui le défendent ? Nous pouvons également nous demander si nous sommes ici dans un cas de figure où, comme l'expliquait le philosophe Michel Foucault, les discours mis en avant sont des moyens par lesquels les pouvoirs forts affirment leur domination en catégorisant qui est et ce que c'est que d'être l'autre, moteur premier du social et du pouvoir. Dans ce cas-ci, l'autre, la culture rap, est présentée comme étant irrespectueuse vis-à-vis d'un groupe de la population, les femmes, et proférant des propos à caractère discriminatoire. Simple effet de préjugés entourant le rap ayant la vie dure ? Ou tentative de mise en retrait d'un art et d'artistes qui dérangent ? Au travers d'une démarche que l'on pourrait rapprocher de la sociologie et ou de l'ethnomusicologie, le but sera d'étudier le phénomène musical qu'est le rap, en le mettant en perspective avec ce qu'il implique et représente au sein de nos sociétés. Il ne s'agira pas simplement de retracer un parcours historique de la discipline, mais de considérer cet art comme culture à part entière et de tenter d'expliquer ses caractéristiques politico-culturelles. Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'une controverse ? Étant donné que le sujet principal qui va nous occuper ici est qualifié de controverse, il est utile de se pencher sur les caractéristiques de ce terme afin de comprendre comment la problématique autour du choix Damso, comme compositeur et interprète de l'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde de football 2018, s'est construite et s'est intégrée dans le climat sociétal belge. Pour ce faire, dans un premier temps, nous pouvons décrire ce concept comme étant, d'après la définition issue du dictionnaire Larousse, une discussion suivie sur une question, motivée par des opinions ou des interprétations divergentes. Pourtant, cette explication ne peut nous satisfaire pleinement, car une controverse comprend davantage d'éléments contextuels et analytiques qui dépendent de la façon d'approcher ces questions de société. Afin d'approfondir la réflexion, penchons-nous sur le texte de Cyril Lemieux intitulé « À quoi sert l'analyse des controverses ?» Selon ce dernier, deux grandes options s'offrent aux chercheurs en sciences sociales qui se lancent dans l'étude d'une controverse. La première est la plus classique, se servir de ce type d'objet comme d'un moyen d'accès à une réalité socio-historique qu'on juge plus profonde. Le processus conflictuel est alors utilisé comme un révélateur au sens photographique, de rapports de force, de positions institutionnelles ou de réseaux sociaux qui, sans lui, resteraient plus difficiles à voir.
Par l'entremise de l'analyse de ce processus conflictuel, les chercheurs parviennent ainsi à mettre en lumière les divisions qui façonnent de l'intérieur l'organisation sociale d'un groupe cible. Par ce biais, les personnes qui étudient ces phénomènes pourront, par l'analyse des trajectoires des acteurs qui s'y sont impliqués et du type de ressources qu'ils ont mobilisées, rendre explicable et prévisible le cours qu'elle a pris et la façon dont elle s'est terminée. Dans le même temps, le mieux explique que l'on peut envisager une deuxième approche dont l'objectif serait ici de constater, au sein de ces schémas conflictuels, des opérations collectives qui amèneraient vers une modification de l'ordre social. De ce fait, affaires, scandales, polémiques et controverses sont envisagés ici comme des moments effervescents au sens de Durkheim, ou comme des occasions pour les acteurs sociaux de remettre en question certains rapports de force et certaines croyances jusqu'alors instituées, de redistribuer entre eux grandeur et position de pouvoir, et d'inventer de nouveaux dispositifs organisationnels et techniques appelés à contraindre différemment leurs futures relations. Ces deux méthodes ainsi expliquées, nous pouvons poursuivre l'analyse du terme controverse au travers de possibles nouveaux constats. En effet, il semble que les conflits qui nous sont présentés comme étant des controverses ont toujours une structure triadique. Ils renvoient à des situations où un différend entre deux parties est mis en scène devant un public, tiers placé dès lors en position de juge. Dans ce type d'affrontement, les intervenants, qui sont donc ici rivaux à propos du sujet abordé, tentent de démontrer auprès de ce tiers, de la manière la plus égale qui soit, leur raisonnement, ainsi que des témoignages ou attestations pouvant corroborer leur point de vue. Cet élément sera développé ultérieurement pour l'analyse ici présente. Voici en somme les raisons manifestes qui expliquent que les conflits triadiques ont un pouvoir instituant particulièrement frappant aux yeux des contemporains comme aux yeux du chercheur qui les étudie. Ils constituent ouvertement des moments de renversement potentiel des rapports et des croyances jusqu'alors institués. Enfin, il s'agit de s'intéresser à la manière avec laquelle une controverse atteint son dénouement. En effet, lorsqu'une telle problématique affecte une collectivité, ce qui est principalement en jeu, ce sont les aptitudes d'une société à dénouer, par les moyens et usages qui lui sont propres, le contentieux qui a fait surface. Ainsi serait-on tenté de dire qu'une controverse prend fin dès lors qu'elle n'a plus rien d'une crise institutionnelle, dès lors, autrement dit, qu'elle est reconduite avec succès à l'intérieur d'un espace institutionnel donné, où un cercle des pairs peut à nouveau se revendiquer son seul juge. Ce juge, le public des pairs, étant généralement lui-même travaillé par les divisions et les doutes, l'arrêt des controverses s'apparenterait à l'épuisement de la capacité d'un des camps à continuer à se défendre publiquement, par exemple, du fait du renouvellement générationnel. Nous reviendrons plus en détail sur ce dernier point dans la suite de cette analyse. Voilà donc quelques premières pistes de réflexion qui nous permettront d'alimenter par la suite nos questionnements quant à la controverse d'Amso. Chapitre 2 – Précision préalable sur le sexisme et le racisme systémique. Tout au long des pages qui suivent, deux concepts majeurs seront mobilisés, à savoir le sexisme et le racisme systémique. Dès lors, il paraît opportun, avant d'entamer l'analyse de la problématique, de préciser ce qui sera entendu lors de la mobilisation de ces concepts ou des rappels liés à ces derniers. Commençons par expliquer le racisme systémique, qui peut également être nommé sous l'appellation de racisme structurel en fonction des réflexions des chercheurs. Celui-ci peut se comprendre comme étant la dévalorisation d'une différence relevant de la couleur de peau, de la culture ou de l'origine ethnique d'une personne. Un traitement discriminatoire basé sur ces différences. La normalisation et l'acceptation de ces biais discriminatoires dans les façons de faire, politiques, procédures, attitudes, en apparence neutres des institutions publiques et privées. Ce racisme peut donc s'identifier lorsque celui-ci est répété de manière quotidienne, dans la vie des personnes concernées, au sein d'une société donnée et que celui-ci émane des structures dominantes qui la composent, que ce soit sur un plan culturel, économique ou politique. L'appellation racisme systémique peut ainsi faire référence à la fois au système lui-même qui en est le producteur, mais également à la manière systématique dont les individus en sont victimes. Par ailleurs, Robertson-Édouard, titulaire d'un doctorat en sociologie du développement, et Pierre Tircher, candidat au doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal,
mettent en avant un élément essentiel qui nous sera utile dans le processus de compréhension de la controverse liée à Damso. D'après eux, on peut notamment parler de racisme systémique lorsque les normes ou les critères sur lesquels reposent les décisions individuelles ou collectives reflètent ou tolèrent certains préjugés contre les personnes racisées. Ce point sera l'un des fils conducteurs des pages qui suivent. Le plus pernicieux dans ces attitudes discriminatoires est principalement le fait de ne pas les admettre, et de ne pas non plus désigner expressément ces situations d'une évidence sans équivoque, ce qui a pour conséquence de pérenniser ces manières d'être et d'agir. La déconnexion entre la réalité de terrain vécue par certains groupes de population et l'imaginaire sociétal occidental selon lequel dans nos démocraties, les actes racistes tendent à disparaître perpétue la mécompréhension de cette problématique. Pour cela, il est important de préciser que les lois seules ne peuvent pas tout arranger, les changements de mentalité ont aussi des rôles déterminants à jouer. D'après Sarah Mazouz, sociologue au CNRS, spécialiste des politiques de lutte contre les discriminations raciales, aucun secteur n'y échappe, pas plus la fonction publique que le monde de l'entreprise ni les réseaux sociaux. Aucune institution ne peut se féliciter d'avoir les mains propres. Et plus on se penche sur les mécanismes de production des inégalités, plus on constate à quel point les processus de racialisation en rapport avec d'autres principes de hiérarchisation comme la classe, le genre, la catégorie de sexualité ou l'âge, la liste n'est pas exhaustive, jouent un rôle. Ce dernier point va justement nous permettre de faire la transition avec le second concept mobilisé, le sexisme. Plusieurs éléments sont à mentionner. Tout d'abord, le sexisme peut se définir comme étant l'ensemble des préjugés, des croyances et des stéréotypes concernant les femmes et les hommes. Il se fonde sur le principe selon lequel les hommes sont plus importants que les femmes et sur la souhaitabilité de cette relation. Le sexisme se base sur la supposition que les femmes et les hommes sont fondamentalement différents, et que ces différences sont associées à des rôles spécifiques et à des positions dans la société. Le sexisme semble être une problématique datant d'un autre siècle, mais il est souvent ancré de façon invisible dans toutes sortes d'habitudes, de structures et d'idées obsolètes. Le sexisme est un phénomène tenace. Le sexisme ne se situe pas uniquement dans la tête des gens. Il s'exprime dans des actes qui font une distinction injustifiée entre les femmes et les hommes, et qui entraînent des conséquences défavorables. Le sexisme est un terrain fertile pour la discrimination et le harcèlement, et il mène en outre aussi à des déséquilibres de pouvoir structurels. Le sexisme s'exprime notamment dans le fait de ramener les femmes et les hommes à leur corps ou à leur sexualité, le manque de respect et la dévalorisation des femmes. Souvent, le sexisme est considéré comme un problème qui touche uniquement les femmes, mais les hommes peuvent eux aussi en subir les conséquences fâcheuses. Revendiquer le droit de pouvoir se définir indépendamment des caractéristiques biologiques peut susciter beaucoup de réticence de la part des personnes qui préfèrent une organisation stéréotypée et sexiste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.